la conférence. Et nous, une dernière question après, et voilà. Il s'est levé, le monsieur. Bonsoir. Vous avez été ministre des Finances et de l'Économie sous François Hollande. Il avait dit que son adversaire c'était le monde de la finance. Il est allé à la City de Londres et il a dit finalement I'm not dangerous. En 2013, vous avez fait la loi Moscovici qui porte votre nom. Arnaud Montebourg dit que cette loi ne régule que 1% des activités de spéculation. Pourquoi c'est important qu'elle couvre 100% des activités de spéculation? Parce que normalement, si j'ai bien compris, le but c'est que si une banque d'affaires qui fait des paris, qui spécule sur la mort des gens en Afrique, si cette banque d'affaires-là, elle fait des paris qu'elle perd, c'est qu'on ne crée pas d'argent prêt pour renflouer les banques d'affaires, en séparant strictement les banques d'affaires et les banques de crédit dépôt. Donc c'est ça. Donc, première question, je ne comprends pas pourquoi vous avez régulé que 1% et pas 100%. Je voudrais savoir aussi pourquoi on ne pourrait pas faire une Europe des peuples souverains qui maîtrisent leur création monétaire et qui bâtissent des grands projets, comme on a entendu parler par tout à l'heure des routes de la soie. Voilà. Troisième question, pourquoi on ne parle jamais de la City de Londres quand on parle des paradis fiscaux dans les rapports de l'Union européenne, alors que c'est la grande décideuse de l'argent sale? Alors par contre, on va prendre une question, maximum deux de celle-là, parce qu'on aimerait faire quand même une autre personne, s'il vous plaît. La question, elle est vaste, il faut qu'il réponde tout de suite. Et puis, Alors, je me souviens d'avoir été ministre des Finances de François Hollande. Je ne peux pas en rougir. Mon accent en anglais est un peu meilleur que le sien. D'autant plus que j'ai passé 5 ans à Bruxelles. On parle anglais, on parle pas trop. Mais ce n'est pas l'essentiel. La loi que vous évoquez, je suis très heureux que vous me posiez la question parce que moi je la redis sans honte. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait effectivement des activités spéculatives. Et il y avait deux thèses qui étaient sur le marché, si j'ose dire. La première, c'était qu'il faut séparer les banques en deux. D'un côté, les banques d'affaires, de côté, les banques de dépôt. Et il y avait une deuxième thèse, qui est celle que j'ai prise, qui était de considérer que ce n'était pas les banques qu'il fallait séparer en deux, mais les activités. Les activités spéculatives, et les activités qui n'étaient pas spéculatives. Et c'est ce qui a été fait. Et je considère que c'est mieux. Parce que je pense qu'en effet, si on avait séparé les activités banque d'affaires et banque de dépôt, alors que le modèle français est un modèle qu'on appelle de banque universelle, on regroupe les deux, on aurait eu des banques de dépôt qui auraient été beaucoup plus faibles, qui auraient été renvoyées au modèle allemand, qui est aujourd'hui un modèle en pleine crise, un modèle italien en pleine crise, et on aurait eu des banques d'affaires qui auraient été infiniment plus faibles que leurs grandes concurrentes anglo-saxonnes, que vous avez nommées, les JP Morgan, les Goldman Sachs, etc. Donc j'ai souhaité mettre en place une réforme de la banque universelle qui permet d'isoler cette capacité spéculative. Et il se trouve que les activités spéculatives, quand vous prenez le bilan des banques, représentent effectivement, Arnaud est d'accord, quelque 1% de leur activité. N'imaginez pas que tout ce qui est spéculatif, tout ce qui est banque est spéculatif. D'ailleurs, vous êtes là, des étudiants, vous avez un compte en banque, vous êtes des professeurs, vous êtes des emprunteurs, vous êtes des consommateurs, voilà, on a tous cela. Et je pense qu'effectivement, on a réussi là à moraliser les choses, et notamment à éliminer un facteur qui s'appelle le trading à haute fréquence, qui lui était une activité hyper spéculative des banques. Je pense que cette loi n'est pas mauvaise, et qu'elle souffre d'une mauvaise réputation, précisément parce que, pour le coup, je pense que François Hollande a donné pendant sa campagne peut-être des espérances un petit peu grandes par rapport à ce qui était raisonnable de faire, et que ça a été très coûteux sur le plan politique. Enfin, sur la City, non, je ne suis pas d'accord avec vous non plus. Je pense que la City est sans doute le principal centre financier d'Europe, le deuxième centre financier du monde après Wall Street, et qu'il s'y passe toute une série de choses qui sont liées à l'activité précisément des banques qui y sont. Mais non, la Grande-Bretagne n'est pas un paradis fiscal. Et un des enjeux justement de la négociation sur le Brexit, c'est d'éviter qu'elle le devienne. La Grande-Bretagne est un pays qui aujourd'hui applique toutes les normes de l'OCDE. Les normes BEPS, c'est un pays qui pratique l'échange automatique d'informations, c'est un pays qui a adopté toutes les directives en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est un pays qui est favorable à la taxation du numérique, c'est un pays qui est beaucoup plus avancé que d'autres en la matière.
Je souhaite qu'il y ait le reste du plan extérieur à l'Union européenne. Tout le risque de la négociation, c'est précisément qu'on arrive dans une situation où le Royaume-Uni devienne un Singapour sur la Tamise, et là, vous aurez raison de parler de paradis fiscal. C'est pas ce que je souhaite. C'est la raison pour laquelle je pense que le mot d'ordre de l'Union européenne, c'est le dumping, est le bon. Et qu'il va falloir absolument le faire respecter. Toute dernière question, après je prends le train. Bonsoir. Alors,